J'ai porté des masques, j'ai porté des costumes pour répondre aux attentes de l'autre, répondre aux attentes de mes parents, mais de la société, de mes collègues, de mes amis. Et en fait, petit à petit, je m'éteignais. 1, 2, 3, 4. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. J'ai une conviction, c'est que l'on peut parler avec des thérapeutes passionnés de bien-être, de développement personnel et même de spiritualité, sans blabla et parfois même avec humour. En tout cas, promis, toujours avec émotion. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir dans mon podcast Audrey May, kinésiologue à Nantes. Entre ombre et lumière, entre élan de vie et la mort trop présente, entre tout raconter et ne rien dire, son parcours s'est tissé d'un extrême à l'autre pour en faire la thérapeute pétillante qu'elle est aujourd'hui. Ce qui l'a menée à la kinésiologie, c'est la frustration qu'elle ressentait lorsqu'elle était kiné et qu'elle constatait combien notre corps et nos émotions étaient liés, mais qu'elle manquait d'outils pour en faire quelque chose. Jusqu'à ce qu'elle découvre la kinésiologie, une révélation. Bienvenue dans un épisode riche en révélations, justement, un épisode émouvant et profondément humain. Dans cet épisode, nous allons parler de la kinésiologie et de son impact transformateur, des secrets de famille et de leur poids sur notre identité, ainsi que du pouvoir libérateur de la vérité et de l'acceptation de soi. Bonjour Audrey. Bonjour Herveline. Bienvenue dans La Petite Voix. Merci pour cette invitation. Je suis trop contente de te recevoir. Je vais peut-être commencer par te présenter en quelques mots, puis après on plongera dans ton histoire et dans ta pratique. Ce que je sais à l'instant T, c'est que tu t'appelles Audrey May, tu es kinésiologue, tu as 43 ans et tu consultes dans ton cabinet ici à Rezé, près de Nantes. C'est exactement ça. On va parler maintenant de ton parcours. En fait, ton premier métier, c'est d'être non pas kinésiologue, dont on parlera tout à l'heure, mais d'être kinésithérapeute. Pourquoi, comment tu as d'abord été attirée par ce métier-là ? Eh bien moi, depuis toute petite, j'ai très envie de soigner les personnes. J'adore lire. Et mon premier livre, c'était l'Atlas du corps humain. J'adorais regarder, je sais plus, ce dessin animé là sur... La vie. La vie. Et j'étais fascinée. Et j'étais là, ah mais j'ai tellement envie de soigner. Donc mon frère était mon premier cobaye. Je lui faisais des bandages. Je lui disais de rester allongée. Et en fait, non, depuis toute petite, c'est vraiment un rêve de petite fille. Donc j'ai d'abord voulu être médecin, puis après je me suis dit ça a l'air d'être ennuyé d'être médecin. Puis après je me suis dit je pourrais peut-être être médecin chez le SAMU. Et puis après je me suis rendu compte qu'ils étaient souvent au téléphone. Puis après je me suis dit je vais être pompier. Comme mon père, en fait dans ma famille ils sont tous pompiers de père en fils. Donc je me dis il y avait peut-être une loyauté familiale du côté paternel. Et puis en fait à 17 ans, l'IUT d'hygiène et sécurité m'a dit en fait non, vous êtes une femme donc votre place n'est pas dans notre établissement. Donc j'ai 17 ans et je me prends une bonne claque. Et encore à l'époque, on était en 1997, donc voilà. Et puis je me dis en fait, je vais pas être pompier, et en fait, je vais être kinésithérapeute. Je vais être la personne qui va réparer les personnes qui ont eu des accidents, et c'est comme ça que je me lance dans mes études de kinésithérapie. Ah, donc il y avait vraiment un truc hyper ancré depuis toujours de prendre soin des autres, et plutôt sous la forme au départ du physique, quoi. Oui, j'avais besoin de toucher, en fait. Il y avait vraiment une notion de réparer l'autre, vraiment. Ah, ok. Et puis après, ça a été vraiment un métier de cœur, vraiment la notion de pouvoir être au contact de la personne et de pouvoir toucher, rééduquer. C'était passionnant. Ce qui est rigolo, c'est que c'est le côté mécanique en fait là qui t'intéresse vraiment. Complètement. Comment tout ça fonctionne. On n'est pas encore dans la gestion plus des émotions, etc. là. Ah, pas du tout, puis on ne nous en parle pas du tout à l'école. C'est-à-dire qu'une épaule, c'est une épaule, un dos, c'est un dos. C'est pour ça que j'ai bien déchanté quand j'ai eu mes premiers patients en cabinet. Ah, donc oui, parce que au terme des 3 années d'études, toi tu te lances, tu as ton cabinet. T'étais où à l'époque ? J'ai commencé mon cabinet à Angers. Et là, j'étais heureuse, j'avais mon cabinet. Et en fait, je me rends compte que ce qu'on nous a appris à l'école, on nous a appris surtout à être kinésithérapeute à l'hôpital, avec des gros cas comme des hémiplégies. Et en fait, je me retrouve en cabinet avec des lumbagos, avec des entorses de cheville.
Et je me dis, en fait, il me manque énormément de pratique. Donc, directement après mes études, je refais d'autres formations pour approfondir des techniques, pour être au plus proche de mes patients. Et au fur et à mesure, je me dis, mais c'est quand même bizarre. Je me rends compte que les douleurs, en fait, sont certainement dues au vécu de la personne. Plus je prends le temps de parler avec les personnes, plus je me dis, en fait, il y a certainement cause à effet entre ce qu'ils ont vécu et ce qui se passe dans le corps. Qu'est-ce qui t'a mis du coup sur ce chemin-là ? Tu dis c'est vraiment la pratique, parce que finalement les gens, même en venant voir un kiné, ils avaient besoin de te faire part de ce qu'ils étaient en train de traverser dans la vie. Oui, parce qu'en fait, moi j'ai toujours eu un patient à la demi-heure en fait, et je prenais vraiment le temps de discuter avec les gens, et je me rendais compte, j'étais là 1 an ou 2 ans avant cette douleur, en fait il y a eu un choc émotionnel. Du coup, tu arrives à trouver des réponses ou un accompagnement là-dessus, parce que ce que j'entends, c'est que les formations, t'es pas du tout sur ce terrain-là, on était toujours dans quelque chose de très mécanique. Complètement, et en fait donc j'ai mon diplôme en 2004, 2008 il y a mon ex-petite amie qui se suicide, et en fait pendant 1 an je pleure, et je me dis Audrey, il va falloir vraiment faire quelque chose, et à ce moment-là je n'ai pas du tout envie d'aller voir un psychologue, et en fait ma tante m'avait parlé depuis des années de la kinésiologie en disant que c'était juste génial, et je me suis dit je vais tester la kinésiologie. Et en fait, je tombe amoureuse de la pratique parce que j'ai vraiment libéré les émotions à l'intérieur de moi pour quelque chose qui me faisait pleurer depuis 1 an. Et je me suis dit, waouh, génial. Donc, il a fallu que tu explores toi-même ce terrain-là des émotions pour comment peut-être tu pouvais accompagner ces personnes-là. Je suis obligée de revenir sur ce que tu évoques là. C'est quand même un événement marquant, c'est le moins qu'on puisse dire, dans une vie. Donc, tu perds ton ex-petite amie qui se suicide. C'est ça. Tu as quel âge à l'époque ? À l'époque, j'ai 28 ans et il en a 26. Et à partir de ce moment-là, je me dis, ok, donc tout le monde peut mourir. Ça me met en hyper-vigilance par rapport à la mort. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était tout le temps joyeux, heureux, qui était aimé. Et en fait, personne n'a compris à ce moment-là pourquoi il avait fait ce geste. Enfin, voilà, j'ai toujours peur de ça. Je me dis, derrière quelqu'un qui peut sourire et être de bonne humeur apparente, il peut se cacher quelque chose. Oui, parce que là, en plus, on parle effectivement d'une mort brutale, mais pas n'importe laquelle. Il y a comme un presque double traumatisme de la perte d'un proche. Tu étais toujours en contact avec lui à l'époque ? J'étais encore un peu en contact avec lui. En fait, je l'ai eu au téléphone 1 semaine avant son acte et je voyais bien qu'il allait pas bien, mais jamais j'aurais pu penser ça. Donc, on est tous tombés de haut et à cela s'est ajoutée la culpabilité qui a duré pendant plus de 13 ans. Je pense que quand on perd quelqu'un par rapport à un suicide, la culpabilité revient rapidement. C'est terrible ça, hein ? Ouais. Et donc cette hypervigilance dont tu parles là, il y a 2 choses en fait dans le fait de prendre conscience de la mort. Soit tu te dis en fait moi je suis vivante et c'est vraiment cool et j'ai juste envie, du coup j'entends le message et je vais profiter. Mais il y a le pendant, et j'ai l'impression que c'est plus sur ce terrain-là que tu es, de peur pour les gens que tu aimes, de les perdre comme ça, d'un claquement de doigts. En fait, il y a les 2 côtés. C'est-à-dire qu'à partir de 28 ans, c'est là que j'ai commencé à vivre ma vie. En fait, c'est comme s'il m'avait réveillée. C'est comme si, avant sa mort, j'étais morte. Waouh. C'est peut-être un peu violent ce que je dis, mais à partir de ce moment-là, naturellement, j'ai fait des choses pour moi et je suis allée vers des choses qui me plaisaient. J'ai pu voyager seule, je me suis mise à faire de la danse. J'ai commencé à vivre en fait pour moi et arrêter de porter des masques que je portais depuis des années. Donc je trouve qu'il m'a révélée à la vie. Et d'un autre côté, oui, je suis toujours en hypervigilance. En fait, j'ai besoin que les autres autour de moi aillent bien. C'est quand même fort ce que tu dis, que du coup, cette mort-là t'as mise, toi, en vie. Tu arrives maintenant à comprendre pourquoi tu n'étais pas en vie avant ça ? Je pense que j'étais dans cette petite image de fille parfaite, en fait. J'ai été attendue très longtemps par mes parents. Ils ont attendu 7 ans et j'ai toujours entendu dire « Audrey, on t'a tellement attendu 7 ans !» Donc je pense que j'ai porté des masques, j'ai porté des costumes pour répondre aux attentes de l'autre, répondre aux attentes de mes parents, mais de la société, de mes collègues, de mes amis. Et en fait, petit à petit, je m'éteignais. Je reviens à ta pratique de kiné de l'époque, finalement. Toi, tu vois bien qu'à travers tes patients, qu'il y a un lien, certainement, entre des émotions non gérées, non digérées et leurs maux physiques. Tu traverses, toi, en même temps, ce grand traumatisme où tu prends conscience de tes propres émotions avec une kinésiologue. Bon, on voit à peu près le chemin après que tu as pu faire, non ? Après, je me suis dit, ouais, ça a l'air bien. Donc, j'ai commencé à acheter des livres. Et puis, je me suis dit, tiens, il y a une école de kinésiologie à Nantes, les CAP. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un petit stage de 4 jours. Je vais faire un petit module.
juste histoire de voir ça. Et en fait, je suis tombée en amour dès le premier jour. Et aussitôt après, je me suis inscrite pour refaire des études et m'inscrire à l'école de kinésiologie pour faire le parcours complet. Parce qu'en kinésiologie, il y a tout ce côté corporel, mais il y a tout ce côté émotionnel. Et puis, on va revisiter le passé. En kinésiologie, on va quand même chercher l'origine de l'origine qui fait qu'aujourd'hui, on est comme ça, avec un test musculaire. Non, mais pour moi, j'ai trouvé le Graal, en fait. Est-ce que tu peux, justement, pour nous aider à bien comprendre ce dont on parle là, juste simplement nous redire ce que c'est que la kinésiologie? En fait, la kinésiologie, c'est une médecine douce qui est issue de la médecine chinoise, de l'acupuncture, de l'ostéopathie, de la chiropraxie. Donc, ça a été mis en place par des médecins. Et en fait, on interroge la mémoire cellulaire. Il faut savoir que tout est enregistré dans nos cellules depuis les 9 mois avant la conception. Et la kinésiologie, grâce au test musculaire, permet d'interroger cette mémoire cellulaire. Comment ça se passe quand on vient en séance de kinésio? Donc en tout cas, quand on vient chez moi, je demande toujours quel est l'objectif, mais j'ai surtout besoin d'entendre comment la personne elle a envie d'être. Je ne veux pas savoir comment elle a été ou ce qui l'a amené ici. J'ai envie de me dire comment vous avez envie d'être. Et à partir du moment où on a un objectif, je vais demander à la personne de tendre ses bras pour effectuer le test musculaire. Donc, je vais exercer une légère pression au niveau des poignets et je vais poser des questions à voix haute. Les questions, c'est les différentes techniques que j'ai pu apprendre en kinésiologie. Et le test musculaire va permettre de me dire exactement quelles sont les techniques que je vais devoir utiliser lors de la séance. La manière dont je perçois les séances, c'est que tu vas mener l'enquête, en fait, avec le patient et poser comme ça des questions qui vont te permettre de comprendre où sont les nœuds émotionnels, c'est ça? C'est exactement ça. Je ne sais jamais quelle technique je vais faire. C'est vraiment le corps, la mémoire cellulaire qui va me dire « Audrey, on va aller dans telle ou telle direction ». Donc, on avance petit à petit avec le patient. Et est-ce que tu as des exemples de séances justement avec des cas concrets ou avec une problématique de départ qui est celle du client, tu arrives à remonter l'enquête et à découvrir des choses peut-être étonnantes? Complètement. Là, j'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça d'une personne qui est venue parce qu'elle avait des douleurs dans le bas du dos, dans la jambe. Elle me dit, ça fait des années que je vais voir les médecins ne comprennent pas, qu'est-ce qui se passe. Donc on fait la séance, il se passe énormément de choses et on revient dans l'enfance. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je me vois avec mes 3 autres sœurs, on était toujours ensemble. Aujourd'hui, on est séparés, on n'arrive plus à se parler depuis que notre mère est décédée. Et en fait, il faut se rendre compte que toutes les sœurs et la mère qui est décédée avaient ces mêmes douleurs dans les cuisses et dans les hanches et tout ça. Et en fait, son corps vient juste lui dire qu'en fait, elle est triste parce qu'elle n'a plus trop de relations avec ses sœurs, qu'il y a ce deuil peut-être de la mère qui n'est pas fait, parce qu'en fait, cette maman permettait de réunir à chaque fois ses enfants. Et en fait, il y a cette notion de cuisse, donc il y avait tout le bas du dos qui représente la frustration. Donc c'est je suis en colère parce que je ne vois plus mes sœurs. Je suis dans la frustration parce qu'on n'est plus reliés. Et toute cette notion de jambe, c'est je n'ose pas aller vers mes sœurs, je me sens immobilisée dans la situation. C'est assez étonnant comme finalement notre corps sait et va faire parler de notre inconscient. En fait, c'est exactement le travail que tu fais à travers la kinésio. Et ce qui est amusant quand même, c'est qu'il y a un lien avec la kinésithérapie c'est que dans la posture, on est allongé sur une table de massage, en fait. Dans ma pratique, moi, j'ai besoin que la personne elle soit debout. Mais effectivement, il y a certains kinésiologues qui mettent la personne allongée. Moi, pour l'avoir vécu avec cette kinésiologue, j'étais allongée, j'entendais pas ce qu'elle me disait. Et en fait, ça m'a aussi perturbée. Donc aujourd'hui, j'ai besoin que la personne elle soit debout et qu'elle soit actrice. Et je vais poser toujours mes questions à voix haute pour que la personne elle entende ce que je dis et pour pas qu'elle se dise qu'est-ce qu'elle est en train de baragouiner dans sa barbe. Ouais, ça fait un peu magicienne sorcière là qui vient avec. Comme on n'arrête pas de parler que la kinésiologie est une dérive thérapeutique, je préfère dire les choses à voix haute pour qu'il y ait une totale transparence avec la personne avec qui je suis en séance. Alors là, parlons-en. Tu sais que ça, c'est un des sujets qui me passionne dans La Petite Voix, de parler de ces dérives thérapeutiques. Pourquoi est-ce qu'on dit ça de la kinésiologie ? Eh bien, il faudrait demander à l'ordre des kinés pour savoir pourquoi ils font ça. Mais depuis 2013, ils ont pondu un texte comme quoi la kinésiologie est une dérive thérapeutique et du coup, un kinésithérapeute n'a pas le droit d'être aussi kinésiologue. En fait, ils ont besoin de preuves scientifiques, je pense, et pour eux, la kinésiologie n'a pas assez de preuves scientifiques. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a plein de techniques de kinésithérapie qui ne sont pas justifiées par des études scientifiques. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Ils ont eux-mêmes des techniques qui ne sont pas prouvées scientifiquement. Je pense qu'ils ont oublié que notre objectif premier quand on est thérapeute, c'est de prendre soin du patient et de lui apporter les meilleures choses. Et je trouve ça dommage. Voilà. Et puis, c'est pas comme si on imaginait, maintenant on savait, sans être dans des grandes dérives thérapeutiques, j'ai l'impression de rester quand même assez terre à terre en disant que on sait le lien entre nos émotions
et les symptômes de notre corps, quoi. Et là, je pense que ça a été prouvé de manière plutôt rationnelle. Complètement. Alors après, c'est peut-être à nous aussi, kinésiologues, de mettre en place des choses et de faire des études. Enfin, je pense que c'est ça aussi, c'est de prouver je sais pas, de mettre en place des études qui prouvent que la kinésiologie a son efficacité et qu'elle est complémentaire avec d'autres approches. Ouais, c'est ça. En tout cas, toi, de manière très empirique, et là, je reviens à ton parcours, tu étais frustrée, en fait, dans ton rôle de kiné de n'être que limitée au champ mécanique et physique. Et c'est pour ça aussi que cette formation que tu fais en kinésio va t'ouvrir de grandes portes, parce que là, tu vas aller beaucoup plus profondément, en fait, dans ce que tu vis et fais vivre aux clients. Complètement, parce qu'en études de kinésiologie, on nous apprend à écouter la personne, on nous apprend à nous positionner, on nous apprend à garder une place de thérapeute. En kinésithérapie, mais on n'a rien de tout ça, c'est-à-dire qu'on ne nous apprend pas à nous positionner, on ne nous apprend pas à écouter le patient, qui est quand même la base. Enfin, moi, j'ai appris tellement plus de choses en école de kinésiologie qu'en école de kinésithérapie. En fait, ce que tu es en train de dire, et pareil, ça, tu le sais, c'est un sujet qui m'importe beaucoup dans la petite voix. Là, tu parles d'une histoire de posture, en fait, de thérapeute. Donc, quand on est kiné, on n'apprend pas cette posture-là. Et on l'apprend beaucoup plus, en tout cas dans ton expérience à toi, sur la kinésio. En fait, en tant que kinésithérapeute, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu, c'est je sais ce que je vous fais. C'est-à-dire je suis la savante. En kinésiologie, et moi j'ai vraiment à cœur de ça, c'est me mettre au même niveau que la personne et on avance ensemble. Donc là, il n'y a pas de position haute ou basse de sachant et de celui qui vient recevoir. On travaille un peu main dans la main parce que toi, tu as ton outil et la personne, elle a son histoire qu'elle connaît consciemment ou inconsciemment, en fait. C'est ça que tu veux dire ? Complètement. On est facilitatrice, on est accompagnant, mais on n'est pas le sachant. Pour moi, c'est important. J'accompagne la personne sur son chemin, ou en tout cas sur un bout de son chemin. Retour sur ton parcours. Là, assez rapidement, comme tu le dis, tu as eu un gros coup de cœur pour la kinésio et comme une évidence à aller sur ce chemin-là. Tu vas te former pendant combien de temps Je me forme pendant 4 ans. Ah oui, donc c'est quand même... Enfin, j'imagine que c'est pas du 4 ans à temps plein. Non, parce qu'en fait, j'avais énormément de travail en tant que kinésithérapeute, donc il fallait que j'allie les soins à mon cabinet, plus les études de kinésiologie en parallèle. Et ça allait, ce grand écart-là ? Non. Parce que j'étais de plus en plus frustrée en tant que kinésithérapeute, j'avais envie de plus en plus faire de la kinésiologie, et en même temps je me disais je peux pas, je suis dans l'incapacité d'arrêter ce métier de cœur. Donc j'ai fini par faire un burn-out en 2010. Il fallait que je fasse un choix et j'étais dans l'incapacité de le faire. C'était en 2010, donc c'était 2 ans après le suicide. J'ai enchaîné, je me suis mise à fond dans le travail pour oublier. Plus les études de kinésiologie, plus... Et à ce moment-là, j'ai jamais parlé du suicide. Enfin, mes proches, ils me disent « Audrey, tu nous disais rien ». Et en fait, ils n'avaient pas conscience de ce que je vivais à l'intérieur, mais en même temps, je n'en parlais pas. Ça m'a permis de me positionner, mais je suis passée par la case un peu violente du burn-out, quoi. En fait, j'avais l'impression que j'étais dans une voiture qui va vite et je n'ai pas le contrôle. Et je me disais, la seule solution, c'est de mourir. Et à partir du moment où je me suis dit, la seule solution, c'est de mourir, et du coup, j'étais dans des pensées suicidaires, enfin, c'est comme si ça m'avait fait un électrochoc, et je me suis dit, en fait, non, c'est pas possible. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de travailler le samedi, j'ai diminué mes horaires, j'ai commencé à ouvrir des créneaux pour de la kinésiologie. Écoute, moi, j'y connais pas grand-chose en burn-out et tout ça, mais c'est... Et je sais à quel point ça peut être extrêmement violent, mais de là à aller directement sur des pensées suicidaires... Mais en fait, le suicide, il a toujours fait partie de ma vie, entre guillemets. Enfin, moi, ma grand-mère s'est suicidée. Enfin, il y a toujours... En fait, c'est comme si la notion de suicide, elle était assez présente dans ma vie depuis que je suis toute petite. J'ai voulu me suicider à 14 ans. Enfin, je pense que ça a toujours été plus ou moins là. Et je pense qu'il faudrait que j'aille du côté du transgénérationnel, tu vois, pour que ce soit autant présent et... Parce que j'ai quand même un élan de vie qui est important, mais c'est comme s'il y avait ce côté sombre qui pouvait revenir sous différentes formes par rapport à aux pensées que j'ai pu avoir ou aux personnes que j'ai aimées ou qui ont fait partie de ma famille qui se sont suicidées. En fait, c'est comme si l'élan, il peut être tout aussi puissant du côté vivant que du côté obscur et attiré par la mort, quoi. Il y a vraiment un truc très ambigu là-dedans. C'est comme s'il y avait une dualité, quoi. Comme si c'était soit l'un, soit l'autre, quoi. Oui. Donc, c'est intense, d'un côté ou de l'autre. C'est ça. Ok. Qu'est-ce qui t'est arrivé à 14 ans ? J'étais folle amoureuse d'un garçon et ma meilleure amie l'a embrassé le jour de mon anniversaire et j'ai très mal vécu. Je me sentais moche, je me sentais pas aimée, je me sentais rejetée, il y avait la notion de la trahison. Ok, mais donc quand même, c'est étonnant cette histoire de la mort et
de cette manière très violente de la mort, enfin voilà, comme en fil rouge comme ça dans ton parcours. C'est comme si c'était une option possible en fait à chaque fois. Enfin, c'est particulier. Ouais, mais du coup, ça explique aussi l'élan de vie. C'est ça qui est très étrange. Oui, en fait, parce que oui, je suis passionnée par la vie, ça bouillonne, et puis j'ai tellement envie d'aider que les autres. En fait, il y a toujours cette notion de je veux que tout le monde reste vivant, en fait. Enfin, je crois que c'est ça, en fait. J'ai vraiment à cœur que les gens aillent bien, en fait. C'est ma mission de vie. Il y a autre chose dans ton parcours que j'aimerais évoquer. C'est cette histoire dont tu m'as parlé, de tes origines. Ça, c'est un truc assez dingue. Est-ce que tu veux bien m'en parler ? Oui, donc le principe de faire des études de kinésiologie, c'est qu'on travaille de plus en plus sur nos peurs, nos croyances, et puis en fait, on apprend à poser des questions à ses parents, et puis à comprendre des choses. Et en fait, moi, toute vie, je me suis interrogée sur mes origines. Je me sentais différente. Moi, il faut savoir que je suis à l'origine blonde aux yeux bleus comme mon frère. Mes parents ont les cheveux foncés, les yeux foncés. Et toute ma vie, j'étais là, mais en fait, c'est trop bizarre. Enfin, j'ai toujours pensé qu'on avait changé les bébés. Enfin, je m'interrogeais énormément sur ça. Je me sentais différente. Mais vraiment, j'étais là, je suis pas dans la bonne famille. Enfin, il y a vraiment un truc... Et j'arrêtais pas de poser des questions. Donc forcément, j'étais sur le corps humain. Donc, donc j'étais là, les groupes sanguins, l'origine des yeux bleus. J'étais, en fait, ok. Donc mes parents, oui, ils ont pu me donner les yeux bleus. Bon, les groupes sanguins, ça collait. Puis en fait, avec ma mère, j'étais là de toute façon, on a été adoptés, t'es pas ma mère. Je voyais bien que ça la mettait dans une furie pas possible. Ma pauvre maman qui a tout pris. Et en fait, petit à petit, les pièces du puzzle se sont mises en place. Et j'étais là, mais quand même, il se passe des choses. Puis j'entendais, Audrey, j'ai tellement souffert pour t'avoir. On a attendu 7 ans pour t'avoir. Et au fur et à mesure de mes études de kinésiologie, et notamment de traductrice de bébé, où on apprend à poser des questions sur tout ce qui se passe en vie intra-utérine. C'est lié à la kinésiologie, ça, la traduction de vie des bébés ? C'est une des branches, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la période de vie intra-utérine pour interroger la mémoire cellulaire de l'enfant sur cette période-là. Mais on va y revenir tout à l'heure, ça c'est intéressant. Et donc, toi, dans tes études de kinésio, il y a cette dimension-là, sur la vie intra-utérine ? En fait, je pose plein de questions à ma mère, donc je suis née par forceps. Donc, puis avec cette notion de Audrey, j'ai toujours souffert pour t'avoir, donc moi, pendant très longtemps, j'ai voulu soigner ma mère parce que je me sentais responsable de ses douleurs. En tout cas, la petite Audrey se sentait responsable de ses douleurs. Donc c'est ça, la kinésiologie, en tout cas mes études, elles m'ont permis de comprendre mon fonctionnement et tout ce que j'avais pu mettre en place. Et au bout d'un moment, l'élan à l'intérieur de moi était, il faut absolument que je sache la vérité. Et je sentais qu'il fallait que je pose encore plus des questions, qu'il fallait que je sache la vérité. Oui, comme si c'était hyper clair, qu'il y avait un loup quelque part, que depuis toute petite tu le sens. Il n'y a rien de concret à quoi te rattacher, mais par contre, tout à l'intérieur te dit, il y a quelque chose. Ah oui, c'était devenu cellulaire, viscéral, c'est inexplicable. Et à 36 ans, je décide d'aller voir mes parents. Je sais qu'à ce moment-là, mon père fait la sieste, donc ma mère... J'ouvre à la porte de ma mère, elle me dit « Ah Audrey, oui, hop !» Je la prends, je l'emmène au rez-de-chaussée, je l'assois et je dis « Écoute, est-ce que mon père est mon père ?» C'est quand même très précis comme question. Ah oui, il me fallait une vraie réponse. Enfin là, je la fais courte parce que ça a été des années de questionnement avec ma mère, mais à ce moment-là de ma vie, oui, j'ai besoin de savoir la vérité. Et là, elle part en crise d'angoisse. Et je me dis, je suis en train de faire mourir ma mère. Je suis allée un petit peu trop fort avec elle. Et elle peut plus respirer. Et elle est en panique. Et je me dis, waouh, mon Dieu, je suis allée trop loin. Et là, mon père arrive, comme par magie, alors qu'il faisait la sieste. Et elle se jette dans ses bras. Et elle lui dit, Yves, il faut qu'on lui dise la vérité. Et là, il y a tout qui s'arrête. Et en fait, à ce moment-là, mon père m'annonce que ils ont eu des difficultés à avoir des enfants et qu'ils ont fait un don de sperme et qu'en fait, ils ne voulaient pas nous dire la vérité parce que le médecin, à l'époque, leur avait dit qu'il ne fallait pas nous dire la vérité. Et en fait, mon père, il était pompier et il ne voulait pas passer pour un non-homme. Donc en fait, il ne fallait pas dire la vérité. Et en fait, ma mère, elle voulait nous dire la vérité. Donc elle était en mode, je ne dis pas la vérité parce que c'est comme ça qu'on l'a convenu avec ton père. Et d'un autre côté, en fait, en ne vous disant pas la vérité, je vous trahissais, vous, mes enfants. Donc j'ai compris pourquoi ma mère, elle avait autant souffert émotionnellement. Et en fait, je n'étais pas responsable de sa douleur, elle souffrait émotionnellement. Et en fait, tout s'est éclairci à partir de ce moment-là. Tout s'est apaisé à l'intérieur de moi. Et souvent, en tout cas avec la méthode que j'ai créée, souvent les gens me disent « Ah, mais juste dire la vérité, ça suffit !» Mais oui, parce que nous, en tant qu'enfants, on sait la vérité. On sait les choses. Et tant qu'on ne sait pas la vérité,
eh bien, on va ne pas dormir, on peut être infect avec nos parents, on peut être triste, en dépression, on peut être en colère, et il peut se passer plein de choses. L'enfant sait. Et ton histoire est pour ça extrêmement révélatrice. Enfin, tu as des souvenirs, toi, de enfant, comment ce secret, en fait, pouvait t'impacter et se matérialiser à travers des symptômes, au-delà du fait que tu confrontais déjà tes parents là-dessus? En fait, il y a l'histoire du Père Noël, où quand j'apprends la vérité, je me dis, ok, ça me met dans une colère monstrueuse, mais c'est disproportionné. C'est-à-dire que je me rends compte que les adultes et mes parents peuvent me mentir. Et j'ai compris qu'il y a très peu de temps pourquoi j'étais autant en colère, en fait. Mais Parce qu'il y avait déjà cette notion de on m'a menti, il y a le mensonge. Et je comprenais mieux aussi pourquoi. En fait, les enfants, ils savent où appuyer. Donc, quand je disais à ma mère, t'es pas ma mère, on a été adoptés, bah forcément, ça la faisait vriller. C'est normal parce que ça venait appuyer pile poil sur sa blessure. Et je me dis, mais 36 ans de vie gâchée pour un secret. C'est pour ça que j'ai autant à cœur d'accompagner les parents aujourd'hui. Tu penses que si tes parents te l'avaient dit à l'époque, lorsque tu étais enfant, même peut-être dès le début de ta vie, ton parcours aurait été différent de celui qu'il a été? Le truc, c'est qu'on t'a attendu 7 ans, donc moi, dans ma tête, je me suis dit, en fait, avoir des enfants, c'est compliqué. La vie, c'est galère. Ma mère, après, m'a dit, Audrey, j'ai tellement souffert pour t'avoir. Ok, souffrir, accoucher, ça fait souffrir, donc avoir des enfants, ça fait mal. À 7 ans, quand j'ouvre l'album, l'Atlas, je vois une femme qui accouche, et je me dis, effectivement, ça fait mal. Donc, je pense que c'est venu mettre des petites graines avoir des enfants, ça fait souffrir. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours rencontré des hommes qui voulaient pas d'enfants ou qui avaient des enfants et qui n'en voulaient pas. Et ça venait alimenter ma pensée limitante qui est avoir des enfants fait souffrir. Donc ça, je l'ai compris à la limite trop tard dans ma vie pour découdre tout ça. Et en même temps, si je n'avais pas cette histoire, je ne serais pas là aujourd'hui avec cette mission d'aider tous les parents et les enfants. Et je me dis, en fait... oui, la maternité, ce sera pas pour moi, mais entre-temps, je vais aider plein d'enfants. Donc, c'est comme ça, en tout cas, que je me raccroche. Donc, oui, ma vie, elle aurait été différente. Et en même temps, je suis tellement heureuse d'être à ce stade-là dans ma vie aujourd'hui. Oui, il y a quelque chose de juste, en fait. C'était comme ça que ça devait se faire, en fait. Oui, c'est comme si... pour moi, j'ai une forte mission, quoi. Pour moi, je suis sur Terre pour ça. En fait, je me dis, à partir du moment où on explique les choses aux enfants, où on libère les émotions des enfants le plus tôt possible... il y aura peut-être moins de colère, il y aura moins de crise d'ego, il y aura peut-être moins de violence sur Terre. Et je me dis, mais en fait, le monde ira mieux. Et c'est mon combat, vraiment. Avant d'y revenir à ce combat-là, parce que c'est quand même hyper intéressant aussi, cette dimension-là de ton activité actuelle, la question qui me vient, c'est comment elle est aujourd'hui ta relation avec tes parents? Parce que j'imagine que c'est un tournant important, ce moment-là. Le truc, c'est que la première chose que ça a libéré chez moi, c'est la colère contre ma mère. En fait, j'ai arrêté d'être en colère contre ma mère, parce qu'en fait... je pense que je me sentais responsable ou je ne sais quoi, ce qui s'était mis en place. Donc, j'ai arrêté d'être en colère. J'ai compris pourquoi elle était aussi triste. Donc, je l'ai regardée avec un autre œil, en fait. C'était plus la maman qui était tout le temps furieuse. C'était une maman qui souffrait, en fait, en silence. Et c'est venu ouvrir tout mon amour pour elle, en fait, ou pour mes parents. Et j'ai compris que j'étais issue d'une histoire d'amour. En fait, on a été désirés. Tu as trouvé une forme d'apaisement. En fait, ça a rassuré la petite Audrey qui se disait ça. Et en fait, ça est venu décupler mon intuition. Je me suis dit, mais en fait, je sais la vérité. À l'intérieur de moi, il y a une petite voix qui sait. Tu sais, d'ailleurs, c'est ce que tu fais au quotidien avec la kinésio. C'est ce qu'on en parlait rapidement tout à l'heure. C'est le corps, en fait, il est tellement au courant de tout. Donc évidemment, quand on nous cache quelque chose, même si c'est fait avec beaucoup d'amour, et c'était le cas certainement pour tes parents, mais du coup, il y a une espèce de tension interne incroyable parce que ton corps, lui, il est au courant, mais à ta tête, on ne le dit pas, en fait. C'est ça. Donc il y a un truc tu peux pas trouver l'équilibre, en fait. Non, parce que j'étais là, je sens quelque chose, et en même temps, on me dit l'inverse, donc je dois taire, en fait, ce que je suis à l'intérieur. C'est pour ça que... Tout à l'heure, je disais que j'étais réveillée à la suite de ce suicide. C'est qu'à ce moment-là, j'ai pu me développer, en fait. Et tu vois, ton goût et cet élan que tu as de transmettre et puis de faire qu'il n'y ait pas de secret, est-ce que j'ai raison ou pas aussi de l'associer au suicide de cet ex-petit ami? Parce que comme si lui, il est parti avec son secret, pour le coup. On n'a pas d'explication. Et donc, cette quête-là, elle répond à deux moments
hyper fort de ton histoire qui constitue la Audrey que tu es aujourd'hui, en fait. Complètement, avec le recul, je me dis, j'ai vécu tout ça, et heureusement que j'ai vécu tout ça. Et en fait, il y avait un sens, même si sur le moment, j'ai bien pris cher. Et à chaque fois que j'ai un événement douloureux, je me dis, mais en fait, il y a un sens à tout ça, et tout est juste. C'est douloureux, mais je sais que c'est un passage. Il y a quelque chose à entendre de ça. C'est pas sur le moment qu'on l'entend en général, c'est pas tout de suite. Maintenant qu'on a compris pourquoi c'est important pour toi d'aller gratter les secrets et puis de pouvoir faire dire au grand jour ce qu'on a essayé de nous taire, et comment ça prend forme aujourd'hui dans ta pratique, ça? Et à partir du moment où j'ai appris le secret, je me suis dit, ok, donc en gros, les parents ne savent pas parler à leur enfant, et ça je le voyais déjà en séance, et je me suis dit, comment je vais pouvoir faire pour faire dire aux parents les choses aux enfants. Et en fait, quand on a des enfants en soins, qu'on soit kinésithérapeute ou kinésiologue, en fait, on ne nous apprend pas à accompagner les enfants, surtout quand ils sont tout petits, qu'ils ne parlent pas, qu'ils ont 2-3 ans, ils vont courir partout, les adolescents qui ne veulent pas parler et qui se demandent pourquoi ils sont là. Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve quelque chose de ludique. Et je me suis dit, je vais utiliser des peluches. Donc en fait, j'ai créé la méthode qui s'appelle « Raconte-moi mon histoire ». Et en fait, je vais poser une 60aine de questions aux parents sur tout ce qui s'est passé depuis les 9 mois avant la conception et même avant. Et on va poser les fausses couches, on va poser les IVG, on va poser la déception d'avoir une fille alors qu'on voulait un garçon, on va poser la peur de faire une fausse couche, et on va tout poser. Et l'enfant, il va entendre la vérité. Parce que depuis qu'on est dans le ventre de notre mère, on s'est créé sa propre vérité. Par exemple, je dois être parfaite, je dois être à l'heure. Moi, j'ai été attendue pendant 7 ans, donc moi, je suis devenue une toquée de l'heure, c'est-à-dire que je ne peux pas être en retard, parce que être en retard, ça fait attendre mes parents, et du coup, je ne peux pas décevoir. Donc, je suis toujours ponctuelle, je ne supporte pas le retard. Ok. Par exemple. Si je suis née par forceps, je peux me dire, la vie, c'est compliqué. Et toute ma vie, je vais enchaîner ça. Et je vais pas ou c'est comme les enfants qui sont nés très rapidement, ils vont se dire, la vie, c'est facile. Et en fait, ils vont être persuadés que on doit avoir tout de suite. Donc, si la conception était rapide, que la naissance a été rapide, l'enfant va se dire, la vie, c'est facile. Et il y a de grandes chances pour que vous ayez un enfant qui soit complètement frustré. Malgré tout. Oui, parce qu'en fait, s'il n'a pas tout de suite, il va pas comprendre. Ok, donc la vie, ça doit être facile, en fait. Oui. Ok, oui. C'est pas que ça l'est et du coup la vie est belle et c'est cool. Non, ça doit être facile. Et si ça ne l'est pas, attention. Frustration. Donc si moi j'explique à l'enfant, oui, tu as été conçu de manière rapide, oui, la naissance a été rapide. La vie, c'est pas toujours ça. Des fois, on a quelque chose tout de suite, et des fois on attend, et des fois on n'a pas du tout. C'est la vie, qu'on soit un enfant, qu'on soit un adulte. En fait, on met des mots. Si je suis née par forceps, je peux me dire, en fait, j'aurais toujours besoin d'aide pour faire les choses. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans cette approche-là que tu as développée de la kinésiologie? Je me suis inspirée de la mémoire cellulaire on a tout inscrit à l'intérieur de nous, qui est, on sait la vérité à l'intérieur de nous. Comme je suis formée à la traduction de bébé, où j'ai tout ce développement on doit parler à l'enfant in utero, avec toutes les pensées limitantes, j'ai fait un mix de kinésiologie, de traduction de bébé. Ok. Et dans Jacques Salomé, qui utilise la méthode ESPER, qui utilise des objets, pour moi, c'est un mélange de ces 3 pratiques. Et à partir du moment où j'utilise les peluches, l'enfant, en fait, il est captivé. Et j'ai pas besoin de l'ausculter, il n'a pas besoin d'interagir avec moi, il a juste à écouter son histoire. C'est intéressant ce que tu dis, et puis je pense que maintenant, on entend ça, qu'il faut dire à nos enfants, un maximum. Et pour autant, il y a des sujets extrêmement complexes en tant que parents qu'on n'a peut-être pas envie d'aborder avec ses enfants. On a évoqué beaucoup là, le suicide. C'est quand même compliqué. Donc, est-ce que même les sujets compliqués, on peut y aller avec nos enfants? J'aborde tout. En fait, c'est nous, en tant qu'adultes, qui avons du mal avec la notion de mort. Et on va dire, papy, il est parti, ou il est monté au ciel. Et en fait, non, en séance, je veux dire, en fait, non, papy, il est mort. Et en fait, l'enfant a besoin d'entendre ça. J'avais un petit garçon qui me disait, Audrey, on m'a dit que papy, il était monté au ciel, mais du coup, comment il fait? Il doit percuter les oiseaux. Je dis, d'après toi, il fait quoi? Il dit, il les évite. Je dis, oui, il les évite. J'ai une petite fille, elle me dit, en fait, on me dit que mamie, elle est partie au ciel, mais en fait, on va au cimetière. Pourquoi? Je comprends pas. Oui. Donc, en fait, on explique tout simplement, on va expliquer une fausse couche, on va dire, avant toi, dans le ventre de maman, il y a eu un petit bébé et il est mort. C'est pas de la faute de maman, c'est pas de la faute de papa, il est mort. C'est pas parce qu'il est mort avant toi que toi, tu vas mourir, tu as bien ta place. En fait, on va poser simplement les mots. En fait, ce qui est drôle, en t'écoutant, je me dis, oh là là, en tant que parent, on doit se dire, je veux pas le dire à mes enfants pour pas les traumatiser, mais c'est de ne pas dire qui est traumatisant, c'est pas de le poser avec les bons mots, bien sûr. Voilà. Tu as des cas dont tu peux nous parler qui ont été assez étonnants de parents qui ont pu dire des choses ou faire passer des infos à leur enfant et avec une réaction étonnante de l'enfant
Ce qui est assez bluffant, c'est que les tout petits, même ils ne parlent pas. Je me souviens d'un petit garçon qui était sur les genoux de sa mère et qui avait les mains sur ses genoux là et qui me regardait d'un œil fixe en disant vas-y Audrey, raconte-moi ton histoire. Complètement. Des fois, les enfants sont au sein et je suis en train de raconter quelque chose et l'enfant tourne la tête au moment où je dis quelque chose d'important, me fixe et ensuite retourne téter. J'ai une petite fille, on terminait la séance et je fais est-ce que vous avez tout raconté? Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Et la mère me dit non. Et la petite fille qui était sur ses genoux la regarde, tourne la tête en mode non mais maman, il manque quelque chose. Et la mère me dit bah non, il se passe rien. Et la petite fille retourne la tête à nouveau vers sa mère. Et je lui dis bah si, en fait, je pense qu'il y a quelque chose. Elle avait 9 mois. Hein. Elle me dit ah, j'ai oublié de vous dire qu'en fait à la crèche ça s'était mal passé. Et on a pu évoquer ce qui s'était passé à la crèche pour mettre des mots et tout ça. Et là, il y avait un vrai sujet. Complètement. Et la petite fille ne parlait pas, elle avait à peine 9 mois, mais elle regardait sa mère en mode « Non mais, t'as oublié ça ?» Donc en fait, les enfants captent tout, quoi. Il n'y a pas une histoire d'âge en réalité, parce que même tu nous parles de vie intra-utérine et tout ça. Hier, j'ai eu une femme enceinte et on a fait la méthode Raconte-moi mon histoire. Donc, j'ai quand même utilisé les peluches parce qu'il s'est passé plein de choses pendant sa grossesse et elle avait besoin de parler à son enfant, sauf qu'elle n'y arrivait pas. Et à partir du moment où on a commencé à mettre des mots en place, où elle a commencé à parler à son bébé, elle pouvait bouger à certains moments de moments clés qu'elle pouvait dire. Et en fait, je me dis, mais c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre enfant, parce qu'elle était enceinte de 8 mois, et je lui fais, ben voilà, en lui racontant tout ça, en mettant des mots, vous libérez déjà énormément de choses. La plupart des personnes qui viennent me voir, c'est que leur enfant ne dort pas. Un enfant qui ne dort pas, en tout cas derrière les problèmes de sommeil, souvent c'est en lien avec la mort. Le fait d'être allongé les yeux fermés, l'inconscient associe ça à la mort. Ouais. Donc les gens vont me dire « Ah mais non, il s'est rien passé en lien avec la mort. » Ok, bon ben en fait on se rend compte qu'il y a eu une fausse couche, qu'ils ont eu peur de faire une fausse couche, qu'il y a eu une amyosynthèse, qu'il y a eu le cordon autour du cou. Et en fait, à chaque moment, les parents ont eu peur que leur bébé meure. Si maman a peur que je meure, ça veut dire que je vais mourir. Donc l'enfant peut avoir peur de mourir et générer des troubles du sommeil. Il peut avoir cette notion de « je dois prouver à ma mère que je suis bien vivant ». Donc l'enfant, il va pas dormir. Il va être hyperactif. Et on va me dire « ah bah, il est tout le temps dans mes bras ». Mais bien sûr qu'il est toujours dans vos bras. Ah bah, dès que je quitte la pièce, il hurle. Mais oui, parce que lui, il est persuadé qu'il doit vous prouver qu'il est vivant. Donc si vous n'êtes plus dans la même pièce que lui, il peut plus faire son rôle. Et le fait de raconter ça, il y a eu plusieurs enfants qui se sont complètement endormis dans les bras parce qu'ils avaient compris qu'ils n'avaient pas à rassurer leurs parents sur le fait qu'ils étaient bien vivants, même en dormant. Donc en fait, même avec cette approche, une seule séance peut suffire et changer un peu le quotidien sur des sujets très concrets, type le sommeil, etc., qui est un vrai sujet en tant que parent de petits. Et d'ailleurs, cette méthode-là, toi maintenant, tu formes d'autres praticiens à cette méthode. Oui, parce qu'en fin 2022, j'étais aussi en bon épuisement. Parce qu'en fait, quand vous soignez, en tout cas en 1 ou 2 séances, vous permettez aux enfants de dormir. En fait, j'avais toutes les crèches et tous les pédiatres de Nantes qui m'envoyaient du monde. Et je me suis retrouvée avec 1 an de délai. Et c'était trop. Et en fait, je me sentais impuissante parce que c'était douloureux pour moi de donner des délais aussi lointains. J'étais je peux pas. Et je me suis dit, il faut absolument que je forme d'autres professionnels. Donc j'ai créé la méthode, j'ai créé la formation consultant en émotion et je forme des personnes en présentiel et en ligne pour leur transmettre la méthode Raconte-moi mon histoire. Ok, donc c'est génial parce que du coup maintenant, d'autres thérapeutes s'approprient cet outil-là de Raconte-moi une histoire et peuvent aider des parents en difficulté avec leurs enfants. Complètement, j'ai formé 170 personnes cette année, donc je suis contente. En France, c'est génial, en Suisse et en Belgique, et je me dis, wow, ça s'exporte et je suis aux anges. Donc, est-ce que tu n'es pas là complètement, tu parlais tout à l'heure d'avoir une grande mission, mais en fait, là, tu vibres ta mission, en fait. Ah, mais oui. De cette histoire marquée par les secrets ou les choses cachées. Et toi, maintenant, tu fais exploser tout ça dans ton histoire à toi, mais pas que la tienne, mais dans celle des personnes que tu accompagnes. Et puis maintenant, par ricochet, à travers les thérapeutes que tu formes, dans encore d'autres histoires, quoi. C'est ça. Non, mais je me sens à ma place, vraiment. Et souvent on me dit, ah, mais Audrey, la maternité, bah oui, mais je me dis en même temps, si j'avais eu des enfants, j'aurais été une maman poule à m'occuper que de mes enfants, entre guillemets, et je n'aurais pas aidé tous ces enfants. Donc pour moi, au lieu d'aider mes propres enfants, j'aide plein d'enfants et plein de parents. Oui, quoi. Tu m'étonnes. C'est magnifique. Bah merci. Merci à toi. Sacré beau parcours. Est-ce qu'on a tout dit ? Je trouve, oui. Ok. On peut passer aux questions rituelles ? Carrément. Ma première question, c'est... J'aimerais savoir si toi, tu écoutes souvent ta petite voix, Audrey ? Oui, de plus en plus. Depuis que le secret a été révélé, oui. En fait, ça t'a donné confiance en ces messages de l'intérieur, quoi. Complètement. Ça m'a donné confiance dans mon corps. C'est chouette. Est-ce que tu as un livre à nous conseiller ?
Un livre qui, toi, t'a particulièrement éclairé sur ton chemin? Celui qui m'a éclairé, c'est La prophétie des Andes, avec cette notion de synchronicité, Yes, oui. avec cette notion de tout est juste en fait, et qu'on ne rencontre pas les personnes par hasard. Et celui-là, il m'a vraiment éclairé. Et celui qui m'aide vraiment, c'est L'empreinte de naissance, qui est écrit par Brebion, qui nous explique pourquoi c'est important d'aller jusque dans les 9 mois avant la conception. Oh, ok, intéressant. Et est-ce que tu as un rituel, toi, quotidien pour t'aider à aller bien? Je bois de l'eau chaude. Je commence ma journée par boire de l'eau chaude et j'essaye de faire du sport. En tout cas, la première chose que je fais, c'est penser à moi, parce que je sais qu'après ma journée, elle va être dédiée aux autres. Donc voilà, mon Donc, rituel. prendre soin de ton corps. Et notamment, donc boire de l'eau chaude? En fait, ça permet de réveiller ton corps en douceur et ça permet de nettoyer les toxines. Et en fait, je sais pas, ça me fait du bien. Je sais que ça fait du bien à mon corps. Bon, et Audrey, est-ce que tu es heureuse? Complètement. Ouais, vraiment, je me sens alignée avec qui je suis, ce que je veux et vraiment sur mon chemin. Donc oui, je suis vraiment heureuse. Ça s'entend, en effet. Merci beaucoup, Audrey. Merci. J'en profite pour faire un coucou à ma cousine Stéphanie qui m'a mise en contact avec toi. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. Un mardi sur 2, je vous raconte tout ce que je n'ose pas raconter ailleurs. Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Outside yourself when you have all of the world inside. Why would you look outside yourself when